Imaginez-vous vous souvenir parfaitement d'un endroit, alors qu'en réalité, il n'a jamais existé. Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Loïc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre série Thread Horror. 4 histoires paranormales, des récits troublants et des témoignages qui nous viennent tout droit de Reddit. Ce sont des histoires racontées par des personnes totalement rationnelles et qui encore à l'heure d'aujourd'hui n'ont toujours pas trouvé d'explication plausible à ce qu'elles ont vécu. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi manger et de quoi boire, mettez-vous à l'aise. Ces 4 histoires sont dérangeantes, angoissantes et surtout, elles laissent toutes la même question en suspens. Et si tout ne pouvait pas être expliqué? On part tout de suite avec l'histoire de Thibaut. Je m'appelle Thibaut, j'ai aujourd'hui un peu plus de 20 ans, et je suis ingénieur dans un domaine scientifique. C'est une histoire que j'ai vécue il y a plusieurs années, et à laquelle, encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication. Je suis quelqu'un de très cartésien, d'athée et de profondément attaché aux faits. Alors, tu me diras en même temps quand tu es scientifique. Je ne dis pas que certaines choses n'existent pas, mais je dis simplement que tant qu'elles ne sont pas prouvées, je préfère dire « je ne sais pas » ou « je suppose ». Pour certains, c'est être fermé d'esprit, mais pour moi, c'est être honnête. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2022. Et je peux l'affirmer, je n'ai aucune explication rationnelle à ce que je vais vous raconter. Et très franchement, je n'en aurai sans doute jamais. Eh ben, t'es bien optimiste, mon petit Thibaut. Les faits se sont déroulés il y a environ 10 ans. J'avais alors entre 10 et 15 ans. Dans ma famille, nous avons tous un peu la même vision des choses concernant le paranormal, le spiritisme, ou tout ce genre de sujets. Tous, sauf une personne, ma grande sœur. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais elle a toujours été attirée par ce domaine. Sa chambre était décorée d'objets à connotation spirituelle, de symboles et de choses qui, à l'époque, me laissaient totalement indifférent. À ce moment-là, j'étais le plus jeune de ma famille. Mon frère et ma sœur avaient déjà quitté la maison familiale. Et cette maison, c'était un chalet en Haute-Savoie. J'y avais grandi depuis toujours. Autrement dit, j'étais habitué aux bruits nocturnes, aux bois qui travaillent, le sol qui grince, les souris dans les toitures, les craquements dans les murs. Tout ça faisait partie du décor, de l'ambiance. Ça ne m'a jamais fait peur parce que j'ai grandi avec. Et l'histoire se déroule à l'étage, là où se trouvaient les chambres. Pour que vous visualisez bien, un escalier droit en bois menait à un couloir. Au fond, la chambre de mon frère. Et à droite, celle de ma sœur. À gauche, la mienne. Les chambres de ma sœur et la mienne avaient une particularité. Elles étaient construites en miroir. Dans chacune, il y avait des soupentes. Et ces soupentes étaient aménagées plutôt pour du stockage. Quand j'étais plus petit, cette soupente me terrifiait la nuit. J'avais peur qu'un monstre surgisse de l'ouverture sans porte. Mais je pense que j'aurais exactement la même pensée que toi. Alors, plus tard, au moment des faits, j'ai décidé de placer mon lit dans la soupente. Simple, radical, plus de peur. Je me souviens que, plus jeune aussi, moi j'avais mis mon lit d'une certaine façon. En fait, on s'en fout. En fait, j'avais mis le bout de mon lit, donc là où j'ai les pieds, contre un mur qui faisait angle, et devant, au niveau de ma tête, j'avais mis un meuble. J'étais dans un cercueil, quoi. Cette nuit-là, j'étais seul à la maison. J'avais un peu la trouille. Mais ce n'était pas la première fois. J'ai vérifié que la porte d'entrée était bien fermée à clé. J'ai fait le tour des pièces, histoire de me rassurer. Chose qu'on fait tous, je pense. Une fois ces vérifications faites, dans ma tête, tout allait bien. La soirée se passe de manière classique. Je monte dans ma chambre et je vais me coucher. Et petite précision importante. La poignée intérieure de ma porte n'était pas fixée. Quand j'avais peur, je pouvais l'enlever en tirant dessus. C'est pratique. Côté couloir, donc de l'autre côté, la poignée restait alors pendante, tournant dans le vide. Mais ce soir-là, je n'y ai même pas pensé. Je m'endors, et là, ça commence. Je me réveille en pleine nuit, lentement, difficilement, et je n'ouvre pas complètement les yeux tout de suite. J'essaie de comprendre ce qui me tire du sommeil. Je vois totalement la sensation. Il y a un bruit qui ne s'arrête pas. Un bruit assez fort pour m'avoir réveillé. Il me faut que quelques secondes pour réaliser que la situation est assez particulière. Je suis seul chez moi, il est environ 2h du matin, et ce bruit est là, autour de moi. C'est un grattement sur du bois. J'en avais entendu absolument toute ma vie, mais celui-là était différent. Il était répétitif, rythmé, comme un va-et-vient,
comme le mouvement lent d'une scie sur du bois. Et surtout, il ne s'arrêtait pas. Je m'assois sur mon lit face au mur qui sépare la soupente de la partie principale de la chambre. Je fais tout pour être discret et ne pas faire de bruit. Donc je pense que déjà Thibaut, dans sa tête là, il commence vraiment à flipper. Il se dit potentiellement qu'il y a quelqu'un chez lui. Mon cœur s'emballe et la panique monte. Je réfléchis vite. Qu'est-ce qui peut produire ce bruit ? Après plusieurs minutes, alors que le grattement continue sans faiblir, une évidence s'impose. Ce bruit ne peut pas être normal. Soit il est humain, soit c'est autre chose que je ne comprends pas. Alors je me lève et il fait noir. Je longe le mur de la soupente. Je sens les vibrations sous ma main. Le bruit est toujours là. Je passe la main dans l'ouverture, trouve l'interrupteur et j'allume la lumière. La pièce est vide, mais le bruit continue, à quelques mètres de moi. Alors, je reste immobile, la lumière est allumée et je suis seul. Ce grattement est toujours là, tout proche. Je m'avance lentement, très lentement, et je regarde partout. Ni le plafond, ni le sol, il n'y a rien. Et puis je comprends. Le bruit vient de ma porte. Il est juste là, de l'autre côté, à hauteur de mon visage. Je suis terrorisé, je m'approche encore, et j'ai même l'impression de voir la porte vibrer légèrement. Peut-être que c'est mon esprit, peut-être pas. Oui, peut-être qu'effectivement, t'as l'impression que c'est ton esprit qui te joue des tours, mais qui sait. Mais je n'ai plus qu'une idée, me mettre en sécurité. J'approche ma main de la poignée, je la saisis, je sens les vibrations dedans, et je l'arrache d'un coup sec. Le bruit que ça fait est fort, très fort. Et immédiatement, les grattements s'arrêtent, net. Je reste là, immobile, la lumière allumée, pendant 1 heure entière, à écouter, à attendre. Rien, pas un pas, pas un bruit. Je n'ai plus jamais entendu ce grattement de ma vie, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ah, parce qu'il y a encore pire que ça ? D'accord, ok. Le lendemain, j'en parle à mes parents. Ils ne prennent pas vraiment ça au sérieux, mais ma mère me regarde, un peu gênée, et me dit qu'elle a une anecdote. Qu'elle hésite à me le raconter, mais elle finit par céder. Elle m'explique qu'après sa séparation avec mon père, elle dormait parfois dans la chambre de ma sœur. Et que chaque soir, avant de se coucher, elle ressentait le besoin d'aller jeter un coup d'œil dans la soupente, sans vraiment savoir pourquoi. 2 mois plus tard, lors d'une soirée chez moi, une amie affirme ressentir certaines choses dans les lieux. Et pour rire, je lui propose de faire le tour de la maison. Rez-de-chaussée, rien. Chambre de mon frère, rien. Ma chambre, rien. Puis, nous entrons dans la chambre de ma sœur. Elle fait un pas, et son visage change. Elle se retourne brusquement et descend les escaliers en courant et en répétant « Je ne peux pas, je ne peux pas ». Plus tard, elle m'expliquera avoir ressenti quelque chose d'insupportable, en particulier en se tournant vers la soupente. Des années plus tard encore, lors d'une soirée, un ami passionné par ces sujets me pose des questions sur ma sœur et sur son enfance. Il me montre alors l'image d'une entité censée être liée à la souffrance enfantine. Je remarque les longues griffes dessinées à l'extrémité de ses membres et je préfère arrêter là la discussion. Je n'ai toujours aucune certitude, aucune explication, mais cette nuit-là, quelque chose a gratté derrière ma porte et je ne sais toujours pas quoi. Eh bien Thibaut, je reste traumatisé. Bon, eh ben ça met le tempo. C'est parti pour la seconde histoire. Alors sur cette histoire, je n'ai pas de prénom. Mes parents venaient de se séparer. Et ma mère et moi vivions seuls dans un petit appartement au rez-de-chaussée. Rien de particulier. Un appartement banal, 2 chambres, au bout d'un couloir. La sienne, la mienne, face à face. Et c'était l'été. Il faisait chaud. Cette nuit-là, nous dormions la fenêtre de la chambre ouverte, juste derrière le lit. L'air entrait à peine. Aucun bruit ne venait de l'extérieur. Je dormais avec ma mère. Et je me suis réveillé ce soir-là sans raison précise. Juste cette impression étrange au beau milieu de la nuit. Comme si quelque chose m'avait tiré hors de mon sommeil. Je me suis redressé dans le lit et c'est là que je l'ai vu. Le chat était assis dans l'encadrement de la porte, immobile et silencieux. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas sa présence, mais sa posture. Il se tenait d'une manière étrange, tendue, comme s'il observait quelque chose avec une attention inhabituelle. Il fixait le couloir, ou plutôt quelque chose dans le couloir. Je l'ai observé quelques secondes. Son corps semblait nerveux, prêt à réagir, mais il ne faisait aucun bruit. Il ne clignait même pas des yeux. Il a traversé le couloir
et est entré dans ma chambre. Il a miaulé, mais un miaulement bref, sec et presque inquiet. C'est à ce moment-là que j'ai réveillé ma mère. Je me suis tourné vers elle, je l'ai secouée doucement. Il lui a fallu quelques secondes pour ouvrir les yeux et me demander ce qu'il se passait. Puis nous avons regardé vers la porte. Il y a eu un bruit léger, un mouvement. Et là, il y avait quelqu'un. Ou plutôt quelque chose. Une silhouette se tenait près de ma porte ouverte, à l'intérieur de ma chambre. Elle ne s'approchait pas de nous, elle reculait, lentement, calmement, comme si elle venait de comprendre qu'elle avait été vue. Je me mets 2 secondes à ta place. Ah, mais imaginez-vous les gars, vous êtes dans votre chambre, vous vous réveillez en pleine nuit, vous voyez une silhouette dans le couloir ou devant... Et le fait que le chat réagisse, voilà, si un animal réagit comme ça, c'est pas pour rien. Je n'ai aucun souvenir précis de son visage, aucun trait net, seulement une présence, une forme sombre, et cette peur immédiate, brutale, qui m'a traversé sans que je puisse la comprendre. Ça me fait vraiment penser à ma propre histoire que je vous ai racontée dans le premier thread. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, ça me fait beaucoup penser à ça. Ce qui me trouble encore aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai vu, c'est ce que je n'ai pas vu. Il n'a pas parlé, il n'a pas couru, il reculait simplement, comme s'il savait exactement où aller. Brrr. Mais ma mère a réagi immédiatement, sans réfléchir. Elle m'a prise dans ses bras, elle a ouvert en grand la fenêtre derrière le lit et m'a fait descendre par l'ouverture. Nous étions au rez-de-chaussée, ce n'était pas très haut. Elle m'a lâché, je suis tombé sur l'herbe, puis elle a sauté à son tour et elle m'a rejoint. C'est là que nous avons hurlé. Des lumières se sont allumées chez les voisins, quelqu'un a appelé la police. Les agents sont arrivés rapidement, ils ont fouillé l'appartement, le couloir, les chambres, la salle de bain. Mais il n'y avait absolument personne. Aucun signe d'effraction, aucune fenêtre forcée, mais un seul détail. La porte d'entrée était déverrouillée. Ma mère leur a juré qu'elle avait fermé ce soir-là le verrou, la chaîne, et elle se souvenait précisément du geste, elle en est certaine. Les policiers ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un individu qui avait pris la fuite, mais ils n'ont retrouvé personne. Aucun voisin n'a vu quoi que ce soit, aucune trace, aucune explication. Et avec le recul, certaines questions me reviennent toujours. Pourquoi le chat n'a-t-il pas eu peur ? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas enfui ni caché et pourquoi semblait-il simplement observer ? Je n'ai jamais revu cette silhouette. Je n'ai jamais vécu d'autres événements semblables. Mais aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que nous avons vu cette nuit-là. Je ne sais pas si c'était un homme, je ne sais pas si c'était autre chose, mais tout ce que je sais, c'est ceci. Quand nous l'avons vu reculer dans l'ombre, ce n'était pas seulement la peur qui m'avait traversé, c'était une certitude. Ce qui se trouvait dans ma chambre cette nuit-là n'aurait jamais dû y être. C'est vrai que quand on regarde un peu sur internet, sur les forums, etc., on trouve énormément de témoignages un peu identiques où on voit des formes brumeuses, des silhouettes dans les maisons en pleine nuit. Je l'ai entendu de nombreuses fois, je l'ai vécu moi-même, donc on part tout de suite sur l'histoire de David. C'était un samedi matin pluvieux au printemps 1994. J'avais 17 ans. J'étais dans le salon, devant la télévision, sans vraiment la regarder. Dehors, il pleuvait sans discontinuer. Le genre de pluie qui donne envie de rester à la maison. Netflix and chill, je vois tout à fait. Je m'ennuyais vraiment. La journée n'avait pas encore commencé, mais elle me semblait déjà longue. Et c'est là que mon père m'a appelé depuis la cuisine. Ça te dirait d'aller faire un tour au centre commercial et y manger quelque chose ? Je n'avais rien de prévu, je m'ennuyais, alors oui. Nous avons donc pris la voiture et nous nous sommes rendus au centre commercial. Il pleuvait toujours, le temps était gris. Une journée parfaite pour aller se promener dans un centre commercial plutôt que de ne rien faire. Nous sommes arrivés, c'était un centre commercial relativement classique, avec un intérieur avec ses longues allées, ses boutiques alignées et cette odeur familière de nourriture et de produits neufs. Nous avons marché un moment sans but précis, et au bout d'un certain temps, nous avons commencé à avoir faim. On a donc cherché un endroit où manger quelque chose de simple, sans idée précise. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur cette pizzeria. Une pizzeria à l'ancienne. Ce n'était pas une chaîne et ce n'était pas non plus un fast-food. C'était un endroit où l'on entrait directement depuis l'allée, avec un comptoir et quelques tables, et des parts déjà prêtes derrière une vitrine. Mon père m'a demandé si je voulais une part, et j'étais un adolescent affamé, donc bien évidemment que oui, et c'est là que quelque chose s'est produit. Dès que nous avons franchi la porte, j'ai ressenti une sensation étrange, immédiate. Il faisait plus froid à l'intérieur.
Pas brutalement, mais suffisamment pour que je le remarque. La lumière semblait différente, comme si tout était baigné dans une teinte bleutée légèrement terne. Alors ça, c'est le genre d'histoire que j'adore. Le bruit aussi, les voix, les sons, tout semblait étouffé. Wow. Comme si un voile invisible absorbait l'ambiance. Ouais, je vois tout à fait. On peut retrouver un peu ce type de bruit dans la neige. La neige absorbe le son, rien à voir. Et surtout, tout le monde nous regardait. Ce n'étaient pas des regards furtifs, pas de simples coups d'œil, des regards fixes et silencieux. De quoi te couper l'appétit du coup. Je me souviens avoir levé les yeux vers mon père, et il avait exactement la même expression que moi. Ce regard qu'on échange sans parler, mais qui dit clairement « Tu ressens ça toi aussi ?» Nous avons commandé 2 parts. Nos voix résonnaient bizarrement dans la pièce. Personne ne parlait autour de nous. Les gens semblaient figés dans leur conversation, comme suspendus. Nous nous sommes assis à une table. Moi j'avais faim, mais je n'avais pas envie de rester. Comme si quelque chose en moi me disait que cet endroit n'était pas fait pour nous. Pendant que nous mangions, je regardais autour de moi. Les vêtements des gens semblaient datés, pas ridiculement anciens, mais clairement pas modernes. Les coupes, les couleurs, les matières, tout donnait l'impression d'être hors du temps. Dans un coin de la salle, un homme était assis. Il portait un chapeau noir. Il ne mangeait pas, il nous observait. Donne-moi l'adresse, j'irai jamais. À un moment, nos regards se sont croisés. Il a lentement levé les sourcils, puis les a abaissés. Un geste banal, mais qui m'a dérangé sur le moment. Je n'ai rien dit à mon père, je n'avais pas vraiment besoin d'en parler. Lui aussi était mal à l'aise, je le voyais bien. Nous avons fini nos parts rapidement, jeté les assiettes en carton et nous sommes sortis. Dès que nous avons franchi la porte, tout est redevenu normal. La température, la lumière, le bruit du centre commercial, les gens qui marchaient, qui parlaient, comme si nous venions de sortir d'un autre endroit. Sur le moment, nous n'en avons pas vraiment parlé, juste quelques phrases vagues, un malaise partagé, sans explication. Et puis le temps est passé. La vie a repris son cours, et cet épisode a fini par être mis de côté et presque complètement oublié. Quelques semaines plus tard, alors que j'étais avec des potes, nous avons décidé de retourner dans ce centre commercial. Et nous nous baladions dans les allées, sans chercher quoi que ce soit de précis. Et par hasard, je suis passé exactement à l'endroit où se trouvait la pizzeria, sauf qu'elle n'était plus là. Et à la place, il y avait un autre magasin. Sur le moment, je me suis dit que la pizzeria avait simplement fermé, ou peut-être changé de propriétaire, comme d'autres commerces, rien de plus. Mais en y repensant, quelque chose me dérangeait. J'ai fini par en parler à un agent de sécurité du centre commercial, comme ça au passage, quelqu'un qui travaillait là depuis longtemps. Et il m'a répondu très clairement qu'aucune pizzeria n'avait occupé cet espace depuis les années 70. J'en ai reparlé à mon père, il s'en souvenait. Il se rappelait que c'était étrange, dérangeant, mais sans jamais avoir su dire pourquoi. Il n'avait pas cherché plus loin, il avait simplement laissé passer le truc. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas d'explication claire. Je ne sais pas ce que nous avons vécu ce jour-là, mais j'ai gardé cette sensation étrange, celle de ne pas avoir été exactement au bon endroit au bon moment. Comme si, pendant un court instant, le temps avait dérapé. Alors ça me fait énormément penser à la vidéo sur l'homme de Taured et sur Sergei Ponomarenko dont on a parlé. Tu as potentiellement glitché dans une autre réalité, temporairement. Peut-être que il y avait à cet endroit précis une sorte de faille, un glitch ou un phénomène qui faisait que tu as peut-être intégré une autre réalité. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est possible ça. Moi je suis très curieux d'avoir votre avis. On part tout de suite pour cette dernière histoire. Avant de commencer, je pense qu'il est important de préciser une chose. Je suis et j'ai toujours été sceptique. Je ne suis pas religieux. J'ai grandi dans un mélange de judaïsme et de catholicisme. Mes parents sont scientifiques et je suis avocat, avec un travail directement lié au soutien et à la recherche scientifique. Autrement dit, je suis quelqu'un de rationnel. Ou en tout cas, j'essaie de l'être. Je ne rejette pas l'idée qu'il puisse exister plus de choses que ce que nous percevons habituellement. Mais jusqu'à cette histoire, je ne m'étais jamais vraiment intéressé au paranormal. Ce que je vais vous raconter, je l'ai immédiatement écrit après les faits. Cela m'a profondément perturbé. Et parce que je voulais aussi que ces souvenirs soient retranscrits et conservés tant qu'ils étaient encore clairs dans ma mémoire. C'était en 2003. Undo Stress, vous vous rappelez? La fin de Buffy aussi. Ma petite amie de l'époque et moi-même avions décidé de conduire jusqu'au Wisconsin. L'idée c'était de passer un peu de temps dans l'ancienne maison de ses grands-parents. Son grand-père était décédé quelques années plus tôt. Sa grand-mère venait de mourir. Et elle voulait absolument revoir la maison familiale
une dernière fois avant qu'elle soit vendue. Elle y avait grandi et elle y avait de très bons souvenirs. La maison se trouvait à environ 1h30 au nord d'Eauclair. Le voisin le plus proche, le shérif du coin, habitait à environ 800 mètres. C'était la seule fois de ma vie où je suis entré dans une maison et où j'ai immédiatement ressenti quelque chose. Mais quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, j'ai connu beaucoup de vieilles maisons. J'en ai même possédé une. Et ma copine a ressenti la même chose que moi. Exactement la même chose que moi. Elle a même dit que la maison ne ressemblait pas vraiment à celle qu'elle avait connue dans son enfance. Nous sommes arrivés en début de soirée. Nous avons fait le tour de la propriété et puis de la maison pour vérifier que tout était en ordre. Le sous-sol était immense, bien éclairé, mais composé de nombreux couloirs menant à d'innombrables pièces. D'accord, donc sous la baraque, t'as un labyrinthe quoi en gros. Et il y avait une atmosphère franchement dérangeante. Sur le moment, je me suis dit que certains sous-sols sont simplement comme ça. Les heures ont passé, et le malaise ne disparaissait pas. Bien au contraire. Finalement, nous avons décidé de dormir par terre dans le salon. Ah oui, vous deviez être bien traumatisé alors. C'était la seule pièce dans laquelle nous nous sentions à peu près à l'aise. J'avais constamment l'impression d'être observé. Ça c'est horrible, cette sensation elle est affreuse. Les poils de mes bras et de ma nuque se hérissaient sans raison apparente. Puis nous avons commencé à entendre des bruits. Des pas, puis un boum. Puis le bruit de quelque chose qu'on traînait sur le sol. Encore et encore. Nous avions fouillé la maison, rien. Alors nous avons essayé de nous rassurer. Vieille maison, bruits normaux, charpente, dilatation. Nous avons lancé un film, c'était une comédie, histoire de détendre un peu l'atmosphère et de rationaliser. Au milieu du film, les volets ont claqué violemment. Nous avons mis ça sur le compte du vent, même s'ils étaient pourtant bien attachés, et même s'ils ne soufflaient quasiment pas. Et puis le fauteuil à bascule a commencé à bouger légèrement. Bon, déjà là, écoute, cherche pas à comprendre, tu prends tes affaires et tu te barres, mon gars. Un courant d'air, nous avons dit. Il te manque 15 jours de finition, toi, c'est pas possible. Et puis, sans prévenir, une alarme stridente s'est déclenchée dans le sous-sol. Une alarme que nous avons dû aller éteindre. Il s'agissait de l'alarme de la pompe de puisard. Qu'est-ce qu'un puisard ? Le problème, c'est que la pompe était complètement sèche. Et pendant que nous étions en bas, les lumières du sous-sol se sont éteintes. Celles de l'étage sont restées allumées. Il faut se barrer, hein. Les gars, si un jour quelque chose comme ça vous arrive, barrez-vous. Descendre dans ce sous-sol à ce moment-là a été l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Mais tu m'étonnes, moi je n'y serais pas du tout allé. Et je précise que j'ai déjà été braqué par une arme à feu. Non mais toi, il faut que tu écrives un livre. Hein. Il n'y avait aucun réseau mobile. Nous avons utilisé le téléphone fixe pour appeler le shérif chez lui. On rappelle, le shérif habite à 800 mètres. Nous lui avons parlé de l'alarme et il a promis de venir voir ça le lendemain matin. La soirée se poursuit et puis à ce moment-là, nous entendons boum, boum. Instinctivement, nous avons compris que nous devions partir. En fait, on se sentait idiot, mais honnêtement, chaque nerf de mon propre corps hurlait « va-t'en ». Nous avons attrapé nos affaires et couru jusqu'à la voiture. Nous avons quitté l'allée à toute vitesse et roulé sur le chemin de terre qui s'éloignait de la maison. J'étais sur le siège passager quand j'ai vu quelque chose se jeter sur le côté de la voiture. C'était grand. Tout ce que j'ai distingué, ce sont des yeux jaunâtres et un corps vaguement semblable à celui d'un chien. La chose a percuté violemment la portière, laissant des traces de boue et de salive sur la porte et la fenêtre. Nous l'avons remarqué plus tard, une fois arrêté dans un hôtel à Eauclair. Ça aurait pu être un loup ou un coyote, parce que ces deux animaux vivent dans la région. Mais ce qui me trouble encore aujourd'hui, c'est qu'un animal sauvage ne se jette pas volontairement sur un véhicule en mouvement. J'aurais pu me convaincre que tout ce qui s'est passé dans la maison n'était que de la paranoïa. Des bruits, une ambiance pesante, de l'imagination. Mais pas ça. J'ai écrit mon histoire dans la chambre d'hôtel ce soir même. Ma copine et moi n'en avons jamais vraiment reparlé. J'ai enfoui ce souvenir très profondément. Et ce n'est que récemment que j'ai recommencé à y penser sérieusement. Je n'ai toujours pas d'explication. Et pour la première fois de ma vie, je ne sais pas quoi en conclure. Voilà pour ces 4 histoires. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à commenter, à laisser un like et à partager si la chaîne vous plaît, si le concept vous plaît également. Et surtout, si vous aussi vous avez vécu des histoires étranges, angoissantes, inexplicables, écrivez-moi. Je vous mets le lien de mon adresse mail directement en description de cette vidéo. Et maintenant, ce soir, vous allez peut-être éteindre la lumière, fermer une porte, et vous vous demanderez, juste l'espace d'une seconde, et si...